Alors bonjour à tous. Moi je vais vous parler de l'enjeu de l'anticipation de la continuité d'activité. Les micros ne sont pas assez hauts, c'est mieux. Voilà, moi je repars des définitions parce que voilà, c'est un petit peu ma culture, l'histoire. On ne sait où on va que si on sait d'où on part. La situation sanitaire exceptionnelle, en fait, c'est une définition faite en gros depuis 2013 sur tout événement émergent, inhabituel ou méconnu qui dépasse le cadre de la gestion courante. En fait, on est très éloigné du plan de secours catastrophe. C'est juste un truc qui sort du cadre courant. Et le cadre courant, on sort du cadre courant très fréquemment, y compris à domicile. De temps en temps, on a des pannes, c'est sort du cadre courant, et on connaît bien le numéro de notre assureur, on connaît bien le numéro d'Arty quand votre machine à laver tombe en panne. Et donc, en fait, c'est tout bêtement la mise à plat du quotidien jusqu'à grands événements qu'on nous demande de préparer. Alors, la résilience, c'est quoi? La résilience, au départ, c'est de la physique. C'est tout bêtement le matériel. Comment est-ce qu'il, après avoir subi un choc ou une déformation initiale, il revient à sa position initiale? Et ça a été étendu par Cyrulnik dans le cadre de la capacité à l'être humain de se relever après un traumatisme. Donc on est vraiment dans le psychotraumatisme, et c'est lui qui étend la question physique vers l'être humain. Et du coup, tout le monde a trouvé ça très bien, y compris l'OMS, et du coup ils se sont dit que la résilience, en fait, c'était une généralisée aux organisations. Et comment les organisations, suite aux différentes crises de ces dernières années, comment ces organisations reviennent à un état normal après un événement inhabituel qui sort du cadre d'emploi. Le cadre d'emploi, si on va encore plus loin, vous avez Patrick Lagadec qui dit bien que quand on sort hors cadre, il faut raisonner hors cadre. Donc nos modèles de raisonnement habituels, il faut sortir de ces modèles de raisonnement habituels. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des plans de secours? En fait, on fait des plans de secours essentiellement pour planifier et se préparer à définir la stratégie interservice, interpersonnelle, et permettre une action immédiate pour quelque chose qui sert du cadre d'emploi habituel. En fait, ce n'est pas des protocoles, un plan de secours. C'est comment on raisonne différemment face à un cadre différent du quotidien. Et puis, ça permet de guider les décisions et d'anticiper les difficultés. Et Churchill, il disait, le plan, ça n'a aucun intérêt, mais la planification, oui. Donc, on est dans ce cadre-là. L'objectif, c'est vraiment de se préparer pour tous les risques, naturels, technologiques, humains, quels qu'elles soient, et arriver à ce qu'on se prépare en amont à comment on va s'adapter à des situations pour lesquelles, en fait, on n'est pas dans notre quotidien, on n'est pas dans nos 80% d'activités classiques où on déroule ce qu'on appelle le compétent inconscient, c'est-à-dire celui qui est dans son travail habituel, il sait très bien ce qu'il fait, il le fait de façon naturelle, et c'est là où il faut penser différemment et être hors cadre quand on est dans des situations imprévues. Alors, le dispositif général Orsec, on en a parlé un peu ce matin, en fait, 1952... 70 ans, c'est pas la tectonique des plaques, hein, c'est assez récent. Et ça a été fait en fait avec une première emploi pour quand même une vraie catastrophe qui n'était pas naturelle, qui était une catastrophe technologique. C'est la rupture du barrage de Malpasset. C'est une petite vague de 30 mètres qui descend jusqu'à Fréjus et qui fait 423 morts. Et derrière, le raisonnement qui était un premier raisonnement de je crée un plan pour une situation particulière, on est allé plus loin en recherchant à chaque fois, pour chaque risque, pour chaque menace, pour chaque événement, comment est-ce qu'on améliore le dispositif. Et il y a donc les plans particuliers pour l'industrie, le plan quand il y a l'avion qui tombe, le plan quand il y a le train qui se couche, etc. On a fait plein de plans. En 2000, on est revenu sur une logique beaucoup plus large, qui était un dispositif continu, où on a un socle, qui sont les socles de commandement et de conduite de crise. Et puis, évidemment, pour les situations que l'on connaît, il y a un tunnel... il y a un pont, il y a un port, il y a une industrie, on sait où elle est, on connaît les risques, on évalue les risques et on est capable de se préparer par rapport à ça. Ça, c'est les dispositifs spécifiques du plan Orsec à comparer aux dispositifs généraux. Et puis, la vraie différence, c'est que le document lui-même, il sert surtout à cibler les effets à obtenir par service. Cette notion d'effet à obtenir, il est intéressant parce que pour raisonner en notion d'effet à obtenir, c'est qu'on a raisonné en délégation de tâches. Je veux un objectif, comment tu y arrives, je m'en fous. Et ça, c'est important en termes de raisonnement et de planification. Alors, le dispositif Orsan, lui, il est beaucoup plus récent, parce que ça démarque en 87, avec la circulaire relative à l'afflux des victimes à l'hôpital, où là, on retrouve le petit côté carabin, on appelait ça MASH,
lié évidemment au film bien connu, et c'était la mise en alerte des services hospitaliers. Début des années 2000, on appelle ça plutôt le plan blanc en opposé au plan rouge du plan Orsec. Et cette dynamique de préparation et de planification pour les établissements publics dans un premier temps, on l'étend à des risques et menaces particulières qui sont le NRBC. Et on commence à parler des établissements de santé de référence. Mi-2000, évidemment, on a le plan blanc élargi, on crée le plan bleu à la suite de la canicule. Et puis, on insiste beaucoup dans les plans sur le rétex, les exercices, la formation. On insiste dessus, mais on ne met pas un iota d'euros ou de francs à l'époque dessus. Et puis, on est en fait sur des plans qui sont principalement axés sur l'afflux de victimes et en fait le débordement de l'activité par un afflux de victimes. Post-2015, on étend encore le système Orsan sur un dispositif continu. Là, pareil, on se cale un peu sur le dispositif Orsec. C'est plus du coup tout... on est un peu moins dans le plan qui se déclenche. On est vraiment dans une conception où les relations du quotidien vont jusqu'à la grande catastrophe. On commence à séparer les situations à ma vie, attentat. On a le système civique qui se met en place. Et puis, vous connaissez bien le guide PGT-HSSE, avec le dispositif continu. Et là, on parle vraiment que là, les établissements de santé sont dotés d'un plan pour les événements entraînant une perturbation de l'organisation des soins. C'est-à-dire qu'on reprécise bien que ce n'est pas que l'afflux. C'est ce qui va perturber l'organisation. On revient à la définition initiale qui est hors cadre. On n'est plus dans le quotidien, on sort du cadre, donc il faut se préparer au hors cadre. Et puis évidemment, 2023-2024, la modification législative qui fait que quasiment tous les professionnels de santé sont intégrés via les CPTS et autres dispositifs d'organisation dans la planification, la formation, la réponse et le rétex. Et là, pour une fois, non seulement on met des sous, mais on met les sous même avant la loi. Donc là, quand même, ça a bien avancé parce que la création des ESR-R, ça a été financé avant même que le texte existe. Donc c'était quand même une première. Donc on a le fameux guide PGT-HS, on a le guide plan bleu. Pour ceux qui s'intéressent à l'international, l'OMS nous a fait un très très beau guide de prise en charge d'un afflux de victimes dans la première demi-heure de l'organisation de la santé. Donc eux, ils parlent d'organisation de la santé, ils ne parlent pas uniquement des établissements de santé. Et vous avez la sortie du plan blanc numérique. Et pour les CPTS, en fonction de l'organisation, il y a des départements, des régions qui ont commencé à faire des guides. Vous pouvez les retrouver sur les différents sites internet correspondants, sachant que ils ont été probablement produits un peu précocement parce qu'ils ont tous des petits défauts. Donc voilà, personne n'est capable de faire un truc génial du premier coup, c'est bien connu. Le pilotage et la gestion de crise. Donc ça, c'est le schéma que vous devez tous avoir vu au moins une fois dans votre vie. Vous avez la situation normale avec ces petits événements, puis un jour, il se passe quelque chose. Soit vous êtes capable de le piloter, on appelle ça le SSE, soit vous avez une phase de sidération et de difficulté. C'est un petit peu les premières heures de Siaran, quand même. Donc on a une petite gestion de crise, mais le pilotage se refait et se met en place dans les heures qui suivent, et on revient à une ligne à peu près basique. Et puis vous avez des événements comme ce qui vient de se passer à Mayotte, où là vraiment on sort du cadre. Le pilotage, les premiers jours, il n'y a pas de pilotage, on fait ce qu'on peut, et on essaie de faire et de revenir sur la pyramide de Maslow. Je rappelle la pyramide de Maslow, c'est de l'eau, de quoi manger, et éventuellement de quoi se couvrir. Ce schéma, vous l'avez vu ce matin, donc les plans classiques où on revient sur quand vous avez un déséquilibre parce qu'il y a un besoin spécifique qui arrive, et ben, on a mis en place le plan Orsan pour essayer de rééquilibrer les choses. La dynamique, là, quand c'est les ressources qui sont impactées, on est sur une offre qui diminue, et là la question c'est comment est-ce que je fais pour retrouver cette offre? Et ça s'appelle le plan de continuité et de reprise d'activité. On va retrouver des événements pour lesquels personne ne s'attendait à ce que les hôpitaux soient impactés. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, vous avez le raid qui intervient rue de Corbillon à Saint-Denis, et il démarre l'assaut à 4 heures du matin. L'assaut, il va durer 7 heures. Alors évidemment, quand le raid fait un assaut, il neutralise la circulation. C'est pas il met des barrages et il filtre avec, vous avez votre carte professionnelle, et monsieur, est-ce que je peux passer? Non. Si vous passez, il y a une balle qui risque vous risquez de recevoir une balle. Vous neutralisez la circulation. Il n'y a pas de circulation. Le problème, quand il n'y a pas de circulation dans une ville comme Saint-Denis, c'est qu'il n'y a pas de circulation.
Et quand il n'y a pas de circulation, bah, vous vous retrouvez avec un quartier bouclé et les établissements de santé aussi. Du coup, à 6 h du matin, les relèves, bah, il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas de relève, l'équipe de nuit va rester. Mais la neutralisation de la circulation, par contre, les ambulances, on les laisse passer, parce qu'elles ont le gyro de thon, elles passent vite. Donc les malades, eux, ils arrivent. Et puis, il n'y a pas de livraison. Et là, grande surprise, quand vous n'avez pas la livraison bah, pour le restaurant et donner à manger à vos malades, là, sur un établissement de 1000 lits, ça commence à vite être compliqué, quoi. Et puis quand vous n'avez pas la livraison, tout bêtement, de la pharmacie, qui, comme toutes les pharmacies maintenant, sont en flux tendu, bah, en flux tendu, c'est embêtant. Et puis je ne vous parle pas de la cancérologie, où quand vous attendez votre produit, votre radiopharmacie, qui lui a que 4 heures d'utilisation et qu'elle n'arrive pas, la radiothérapie se passe moins bien. Bref, donc on a des moments où on se fait surprendre. Et les rôles, entre guillemets, c'est d'essayer de ne pas se faire surprendre. Alors les attentats, vous me dites, ouais, c'est rare, et puis ça arrive chez les autres. Bon, d'accord. Les grèves de SNCF, c'est quand même pas si rare. Hein. Bon, c'est pas si rare, mais enfin, il y a des gens qui prennent le train quand même pour venir à l'hôpital, ou pour venir à la maison de retraite, ou pour venir à la CPTS. Et puis, on est quand même bien placé, hein, quand nos agriculteurs se mettent à bloquer les routes, ils les bloquent vraiment, hein. Et là, vous pouvez venir avec votre carte professionnelle et essayer de passer à travers le tracteur. La voiture, elle ne passe pas à travers le tracteur, hein, quand le tracteur il est au milieu. Hein. Moi, j'ai testé, ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et puis, on l'a bien montré tout à l'heure, évidemment, quand vous avez les tempêtes, c'est plus compliqué. Alors, la tempête Ciarán, pour nous, ça mute jaune, parce que quand même, on était dans le 35, nous, on n'était pas impactés, normalement. Bah, un petit peu quand même, hein, parce que nos camarades du 50, ils ont pris aussi la panne de téléphonie, donc on a essayé de les aider. On a eu évidemment les vents violents, donc tout ce que vous avez raconté, le SAMU 56, le fait qu'on n'arrivait pas à joindre les ambulances, on commençait à se poser la question d'évacuer les EHPAD. Nous, on n'avait plus du tout d'accès à la permanence de soins sur l'agglomération de Rennes, parce que leurs standards, ils sont bloqués parce qu'ils n'ont plus d'électricité, etc., etc. Et puis, vous avez les inondations. Alors, moi, j'avais tapé l'an dernier pour un congrès, sur le trimestre hivernal, automnal 2023, je me dis, inondation d'hôpitaux, ouais, il doit y en avoir une ou deux en France. Non, il n'y en a pas une ou deux. Il y en a 3 d'emblée sur ce trimestre. Et en fait, quand vous faites sur une année, les inondations d'établissements de santé, quelle que soit la taille, vous êtes à 6 ou 7 événements avec impact sur les patients. C'est énorme. Bon, bah, la semaine dernière, on a testé l'évacuation d'une clinique, d'un SMR, parce que l'eau est montée, quoi. Puis nous, on est fort en Bretagne, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans une zone inondable. Je vous rappelle, le CHBA, en octobre 22, la rupture de canalisation sur le tableau électrique, bah, ça complique un peu la prise en charge des patients. Ils ont mis 3 jours à s'en mettre. Et les inondations, bah, on a quand même plein de consignes pour avant ou après l'inondation. Donc après l'inondation, on rappelle à tout le monde que on retourne que si la maison elle est salubre. C'est plutôt sage. Et qu'il faut faire attention à l'eau et à tous les aliments qui ont été contaminés et restés un petit peu à macérer, il ne faut pas les manger. Et puis, l'inondation, quand vous avez perdu tout votre sous-sol, les bijoux de famille, les tableaux, les affaires, heureusement que le système de santé, on est là pour les aider. Donc pour ça, la sécurité civile et puis les ministères de l'Environnement, ils rappellent que normalement, tous les citoyens, quand on est vraiment bien fort, on a notre propre kit de sécurité civile avec la nourriture pour quelques jours, l'eau potable pour quelques jours, la trousse de premier secours, la radio avec ses piles. Évidemment, n'oubliez pas le double des clés de la maison et de la voiture, hein, ça c'est quand même important qu'on puisse partir, et le chargeur de téléphone. Et en fait, pour les institutions et les organisations, il faut se préparer à l'échelle du dessus. L'échelle du dessus, donc le secrétariat général de la Défense nationale a édité en 2023 pour tous les entreprises une démarche gouvernementale qui est le plan de continuité et de rétablissement de l'activité. Au départ, c'est essentiellement pour les OIV, enfin les organismes indispensables à la vie de la nation, en gros. Mais en fait, très vite, quand vous regardez les premiers chapitres, en fait, ils conseillent à toutes les entreprises, tout le tissu économique français,
de se préparer, voire à un plan de continuité. Donc quand on est dans des priorités d'État, où effectivement, sans argent, il n'y a pas d'État, hein, c'est un principe de base, et qu'on dit à toutes les entreprises qu'il faut se préparer, le secteur de santé aussi. La preuve, c'est que derrière, on va rappeler les enjeux d'organisation, et on va retrouver tout ce qu'on a dit ce matin, les ressources, les activités pour fonctionner. Il faut des ressources humaines, il faut des ressources technologiques de l'information, réseau, logiciels, bâtiments, installations, approvisionnement, évidemment un peu de trésorerie. Et puis, le document va rappeler que voilà, il faut des moyens de ressources, on va les retrouver là, l'activité support, l'activité de réalisation, et on va, produit ou service par service, faire en sorte qu'on est en capacité de continuer notre activité ou de rétablir cette activité quand elle a été interrompue par un événement particulier. Donc on va retrouver un schéma dans le PCRA, qui est à peu près le même schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure, fonctionnement nominal, un événement, un fonctionnement dégradé, plus ou moins dégradé, et une reprise d'activité pour retrouver le fonctionnement normal. En fait, on parle de la même chose. On est hors cadre. Et au quotidien, à la maison, on est capable d'appeler Darty parce que notre lave-vaisselle ne marche pas. Moi, en tout cas chez moi, j'avoue, hein, c'est mon épouse qui a le numéro de Darty. Hein. C'est triste, hein, je sais, je suis blanc, 50 ans, le partage des tâches, je ne sais pas tout à fait, elle n'a jamais touché à faire à repasser, mais par contre, Darty, ça, je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas de plan de continuité. Elle se casse la jambe, elle est indisponible à l'hôpital. Si moi, j'ai la vaisselle qui tombe en page, je n'ai plus qu'à laver à la main. Je n'ai pas mon plan de continuité à la maison. Donc il faut essayer de concevoir nos plans de continuité de la prévention incendie, sécurité classique, ça on sait dans un bâtiment, enfin toutes les entreprises, ils ont une prévention incendie, ils savent bien la faire. Hein. Mais il faut aller plus loin, quoi. C'est le plan B informel. Vous avez la panne de votre photocopieur ou de votre machin, vous avez, enfin tout le monde sait qu'il faut le réparer tout de suite, c'est important le photocopieur. Donc on a en fait déjà 80% du boulot qui est fait. Il n'est pas formalisé, mais il est fait. Donc il faut se mettre autour de la table là, pour bien le formaliser, et puis voilà, c'est réglé. Bon, évidemment, il faut prendre le temps de se mettre autour de la table. Et puis, derrière, il y a de toute façon une vraie réalité qui est qu'il faut mettre en rapport le coût des mesures de continuité avec le coût d'une perte d'activité. C'est-à-dire qu'une boîte privée, si elle ne peut pas travailler pendant 3 mois, il y a de grandes chances que de toute façon, elle ne passera pas la fin de l'année en termes économiques. Donc, le plan de continuité, il faut trouver le seuil économique d'investissement qui va correspondre à la capacité de résistance de la structure. Pareil pour les établissements, quels qu'ils soient. Dans le document du SGDN, on retrouve l'illustration de l'hôpital. Les activités support classiques, hein, informatique, alimentation, noyage, blanchisserie, et puis les grandes activités de réalisation, les consultations externes, le traitement ambulatoire, l'alternative à l'hospitalisation, l'hospitalisation temps complet, le passage aux urgences, et les services fournis, soins, prévention, enseignement, avec, pour les étudiants, nous, le CHU, quand on a eu la cyberattaque, on a commencé à réfléchir que les étudiants ne pouvaient plus avoir accès à certains pôles d'activité et de formation. Il nous a bien fallu 3 semaines à mois avant de dire « Oula, on est quand même eu ». Donc le système de management de la continuité d'activité, en fait, il y a comme souvent 3 grands niveaux. Vous avez le niveau établissement, structure stratégique, système de management, dispositif global. Le plan de continuité et de reprise d'activité à l'échelon du pilotage. Donc vous avez, dans les grosses structures, vous avez un DG, un DIRCAB. Le DIRCAB va piloter la partie plan de continuité de reprise d'activité cadre, et le DG va donner les grands axes. Voilà. Donc ça, quand on est plein, c'est fastoche. Puis évidemment, on descend jusqu'en bas, jusqu'aux fiches service. Et par exemple, pour un SAMU, la fiche service, nous, c'est... quand notre logiciel métier il tombe, qu'est-ce qu'on fait? On va passer sur le SI SAMU, qui est un système de résilience nationale, et où à la feuille papier, et puis on sort notre document listing papier des numéros de téléphone des ambulances privées pour pouvoir les appeler, parce qu'évidemment, quand le logiciel tombe, on n'a plus le numéro qui s'affiche au moment où on l'appelle. Donc on va avoir une fiche service. Mais comment est-ce qu'on va mettre le système pour qu'on couvre la globalité du dispositif? La globalité, elle va se faire sur 4 grands axes. Indisponibilité des compétences clés. On est dedans, hein, l'épidémie, mouvement social, événements naturels, neige, tempête. Vos ressources essentielles ne peuvent pas arriver. Vos compétences n'arrivent pas. L'indisponibilité des systèmes d'information.
La panne informatique, là, c'est le plan cyber. On a un guide qui est très bien fait pour pouvoir vous aider à construire votre plan cyber. Et puis, vous avez les pannes électriques, on l'a évoqué aujourd'hui. Vous avez derrière l'indisponibilité bâtimentaire, l'incendie, hein, donc ça arrive de temps en temps que des hôpitaux brûlent, c'est triste, mais ça arrive aussi que ça soit des maisons de retraite, et aussi des CPTS. Ce n'est pas une spécialité de l'hôpital. Et puis l'indisponibilité fournisseur, ça c'est très sensible, et arriver à bien, dans votre PCRA, dimensionner combien de temps je peux tenir sans que le fournisseur me fournisse, parce que ça, c'est des éléments importants, c'est combien de temps on tient, en fait, le système. C'est quoi le plan B? Il existe, mais je tiens combien de temps avec mon plan B? Donc on va retrouver un dispositif de construction de votre bilan d'impact, et c'est un descriptif très démarche qualité, quoi. Il faut qu'il y ait l'unité de fonction, que ça soit, je sais pas moi, dans une EHPAD, le côté... la blanchisserie, le repas du soir, voilà, on a des fonctions comme ça qu'il va falloir planifier, descriptif, bien factuel métier, avec toutes les signes support. Pour faire la cuisine, il faut qu'il y ait de la chaleur, il faut de l'électricité, il faut que l'alimentation arrive, etc., etc. Un service de médecine, il lui faut le bon médecin, éventuellement l'interne, les 2 infirmières, etc., etc. Donc on va bien décrire tout le descriptif. Derrière, on va évaluer la criticité qui permet de définir quelque chose qui est très important, c'est la durée maximale d'interruption admissible. C'est combien de temps de mon plan A, là, je peux tenir avant que le plan B soit fonctionnel. Bien identifier l'interdépendance. Par exemple, quand on retrouve le rétexte du CHBA là, sur l'inondation du tableau électrique, heureusement que dans leur plan, ils avaient bien conceptualisé les relations électriques, ça concernait quel support, quel machin, quel truc, parce qu'en fait, en fonction des fournisseurs du matériel, des logiciels et de tous ces enjeux-là, vous allez avoir une réponse plus ou moins rapide à mettre en place votre plan B. Et puis, évidemment, tout ça, c'est priorisé seulement en amont par la stratégie de votre responsable d'organisation. Vous allez retrouver... les objectifs prioritaires, humains, patients, opérationnels, médiatiques, juridiques et évidemment financiers. La durée max d'interruption admissible, en fait, c'est important qu'on parle tous de la même chose. On a bien vu tout à l'heure que la tempête Ciarán, le pilotage se fait sur les différentes cellules de gestion de crise, hein, au SAMU, à la CRAPS, sur l'ADT avec le COD. Vous avez déjà 3 cellules qui vont essayer de se coordonner pour essayer de corriger ce qui se passe. Mais quand vous avez une réponse où la durée maximale d'interruption admissible, personne ne parle de la même chose, il faut ensuite recoller les morceaux pour dire ce qui est inadmissible en 1 heure, ce qui est inadmissible en 3 heures, en 24 heures, en 3 jours, en 2 semaines. Donc si en amont, dans votre BIA, vous prévoyez déjà de raisonner en 1 heure, 3 heures, 24 heures, 3 jours, 2 semaines, à tous les niveaux, dans toutes les échelles de soins, à l'échelon de la région, de la zone ou ailleurs, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir piloter, à l'échelon d'un événement plus large, les organisations et les réponses au système. Alors après, la conduite, c'est de la conduite en mode projet, hein, pour monter ce genre de structure. On commence toujours par réaliser le BIA, donc c'est la fameuse analyse locale, ce que je vous disais tout à l'heure, la partie analyse de l'unité fonctionnelle au sens de comment, factuellement, comment elle fonctionne et tous ses supports. On les harmonise au niveau de la structure, identification des plans B et de la solution de continuité. On fait bien attention à évidemment tout ce qui est préventif. S'il y a besoin, par exemple, si le groupe électrogène ou votre groupe électrique, il est sous le niveau de l'inondation prévisible, il faut monter à l'étage du dessus l'arrivée de l'électricité pour pas qu'elle soit inondée. Ça c'est des travaux à faire. Sinon, votre structure, vous n'avez pas fait de préventif, en fait. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Même à la maison, moi, je sais qu'il y a une zone là où, de temps en temps, j'ai de l'eau qui monte. Je ne vais pas mettre mon congélateur à ras du sol. Hein. Moi, mon congélateur, il y a 2 piles de... J'ai deux trucs de haut, là, à 40 cm de haut, ça suffit largement, mais au moins j'aurai ça. Pardon, je suis allé un peu vite. Évidemment, on identifie les fragilités, si on peut les corriger, c'est parfait. Et derrière, il faut tester le maintien de temps en temps.
bah nous, on fait des tests, on fait un exercice où on interrompt le système logiciel pour voir comment les équipes s'habituent à travailler avec le plan B. Des fois, notre collègue nous parlait de radio. On passe tous nos bilans maintenant par informatique et téléphonique. De temps en temps, on fait des exercices en imposant à nos médecins. Non, mais tu passes par radio. Ah non, pas aujourd'hui. Non, si, tu passes par radio. Parce qu'on sait que le malade, on n'a pas de risque en termes de délai. Vas-y, passe ton bilan par radio. C'est un enfer. Pour construire votre PCRA, il est quand même conseillé de démarrer par ne pas tout faire d'un coup. Ne pas imaginer qu'on monte du rez-de-chaussée au premier étage en une seule enjambée. En général, on marche par marche, c'est plutôt mieux. Donc là, on est plutôt sur un premier jalon de traitement en choisissant un certain nombre de services, certaines fonctionnalités. On développe ça sur la première année, et puis l'année suivante, on va aller comme ça de proche en proche. Sur un plan à 3 ans, on doit arriver à peu près à une construction digne de ce nom. Voilà. Et puis derrière, on a une autre manière de faire quand on est sur des structures un peu plus larges. Effectivement, on peut démarrer sur des choses un peu plus sur des granulités plus larges, parce qu'on a un peu plus de moyens et de ressources humaines pour pouvoir travailler le BIA d'un coup. Évidemment, tout ça, ça se pilote. Donc, sur des structures hospitalières ou des structures multiples, hein, comme certains groupes d'EHPAD, vous pouvez avoir un comité de pilotage qui part de la direction générale avec différents reportings trimestriels. Et évidemment, il faut mettre un COMOP ou un comité de suivi qui, lui, par contre, on va retrouver les opérationnels pour faire le travail de fond, pour faire mensuellement avancer votre BIA, parce que sinon, on est tous soumis aux contraintes paradoxales. Si vous ne mettez pas un échéancier, c'est clair qu'on a toujours plein de choses et prioritaires à faire avant et que ça n'avance pas. En fait, c'est le même groupe de pilotage que le PGHTSSE. Donc on est dans la même organisation. Donc en fait, on peut le faire en parallèle. Et ça a un avantage de le faire en parallèle, c'est que tout le monde a la connaissance, du coup, en situation critique, de quel tiroir je peux tirer. L'afflux, l'organisation interservice, le PCRA. Ce qui fait que le jour où il y a un événement, vous avez plus de chances d'avoir acculturé votre équipe à la fois de direction et de comité opérationnel à l'usage des différents tiroirs. Et ça, c'est quand même important de pouvoir, comme on l'a vu là autour de la table, partager nos expériences. C'est important, et à partager nos métiers, nos regards métiers sur les événements et les enjeux. Et puis sur les structures plus petites, les structures publiques, le pilotage, il est vite fait. Hein. C'est que quand vous êtes sur les structures où vous êtes que... moi, j'ai fait des formations où, quand je demandais comment tu fais l'alerte interne dans ton institution, la directrice, elle répondait, j'ouvre la porte et je crie dans le couloir. Ah ouais, forcément, c'est plus simple. Ah, t'as pas de problème de téléphone? Ah non, moi je crie dans le couloir. D'accord, bon, voilà. Donc, voilà, en fonction de la structure, évidemment qu'on va s'adapter à avoir un groupe de pilotage qui va être plus resserré. Alors, toute la difficulté, évidemment, c'est que quand on est en direction de système, c'est compliqué d'être à la fois le stratège et l'opérationnel, mais il faut arriver quand même à avoir un système où vous allez déléguer auprès des acteurs les plus proches de la réalisation de votre fonction, parce que c'est eux qui connaissent bien les plans B. Moi, j'ai toujours été impressionné, à chaque fois que je suis venu en tant que DSM sur des établissements en difficulté, justement, de ressources, que ce soit de l'eau potable, des incendies, des coupures d'électricité, des coupures informatiques, des coupures de téléphonie, enfin, j'en passe et des meilleurs. De temps en temps, la solution, elle arrivait enfin, moi, je me rappelle d'un ambulancier intérieur de l'hôpital qui connaissait très très bien les sous-sols de l'hôpital. Et parce qu'il avait une connaissance des sous-sols, il a même trouvé des sous-sols que les services techniques ne connaissaient pas. Il est fort quand même, le garçon. Parce que lui, il avait l'habitude de passer par là, entre deux bâtiments, et que c'était censé être fermé depuis 5 ans. Et en fait, il avait réussi, je ne sais pas comment, à ouvrir la porte. Enfin bon, bref. Et ça nous avait servi, du coup, dans le cadre d'une évacuation transversale. On était passé par les sous-sols grâce à lui. Donc voilà, il faut arriver à créer un groupe de travail qui soit suffisamment performant et transversal. Mais ça, c'est la théorie et la doctrine. J'espère que je ne vous ai pas...